c'est la première fois, tape 2. Ok. Je crois qu'on est bon. Ça parle. On a un peu de bricolage, mais ça va passer. Ok. Quand vous voyez rien, quand vous comprenez pas, vous me dites. Tout le monde parle français? What is French? Ouais. La conférence à l'Ouest. Except two of you? Ok, sorry guys. I hope you can get it. Donc oui, je suis super content d'être ici. J'adore le Bryce Camp. Ça fait depuis des années que je viens en tant que spectateur. Je suis très heureux de pouvoir speaker cette année. On va faire un point sur les bots. J'ai la chance d'être payé pour coder des bots depuis maintenant à peu près un an. Et donc je vais essayer de vous faire le maximum de retours d'expérience. Et puis on essaiera de garder un petit peu de temps pour faire des phases de questions-réponses. Je m'appelle Steve, je fais partie du programme développeur Cisco. Oui, on fait aussi du code chez Cisco. Et je me spécialise sur les bots, justement. J'écris beaucoup de code en JavaScript, parce que la plupart des développeurs font du JavaScript, mais j'adore aussi le Golang. Voilà, s'il y a des amateurs de Go, j'ai quelques petits drivers sur tout ce que je vais vous présenter qui sont écrits en Go. Et voilà, ma devise d'habitude, c'est « Vision without execution is hallucination ». Mais comme on est en France, j'aime bien tout objectif flou conduit toujours à une connerie très précise. J'ai longtemps géré des équipes de dev et je travaillais beaucoup sur les specs et à chaque fois que c'était pas clair, on prenait le mur. Voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter et beaucoup sur GitHub. Et j'habite à Nantes, donc on est tous locaux. What's on the menu today? Alors les slides seront en anglais, for English people. Slides are in English, mais je vais parler en français. Donc on va parler des chatbots et des voice machines. On va essayer de faire tout ça en 40 minutes, donc les deux. Donc toute interaction, voix ou texte, comment ça se passe. Et je vais essayer de partir de zéro et puis poser des enjeux et répondre aussi à vos questions complémentaires. J'utiliserai des technos Cisco, mais tout ce que j'utilise s'applique à d'autres technos du marché, puisque finalement un bot, c'est quelque chose qui écoute sur un endpoint et qui renvoie un résultat. Pour la partie, je démarre avec les voice machines. Donc, les voice machines, il va me falloir un moteur qui soit capable de prendre les appels sur ce téléphone et faire de la synthèse vocale, recevoir des SMS, faire des réponses. Donc, il existe des plateformes qui permettent de faire ces passerelles. La plateforme chez Cisco, c'est une société qu'on a acquis maintenant il y a à peu près 2 ans, qui s'appelle Tropo. Et on va surtout... ce qui est intéressant sur cette plateforme, j'ai trouvé en tant que développeur, c'est qu'on a rajouté du vocabulaire au langage existant. Donc vous pouvez continuer à écrire vos scripts en JavaScript, en Ruby, en Python, en REST, en Groovy, en PHP. Et au final, vous allez avoir un vocabulaire supplémentaire qui vous permettra de... par exemple, vous écrirez « say » et ça va parler. Donc voilà, « say hello world », la machine va parler. Alors ça marche à peu près pour tous les langages. Si vous n'aimez pas la voix synthétique, vous allez pouvoir jouer un MP3. Donc ça, c'est super pratique si vous voulez enregistrer vos messages et avoir une voix beaucoup plus accueillante. Ensuite, vous pouvez passer des coups de téléphone. Donc c'est bien de pouvoir appeler un bot, mais c'est bien si des bots peuvent appeler des personnes. Et donc là, il suffit de passer un paramètre à vos codes. Donc ça, c'est pratique si vous travaillez... Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'éducation, une société nantaise qui s'appelle Cosmos, avec un K, et on avait besoin de temps en temps d'appeler des centaines de milliers de personnes. S'il y a une grève de transport en commun le matin, comment vous faites pour avertir tous les parents, tous les élèves? Étant donné que tout le monde s'est enregistré, si vous êtes parent, au début d'année, vous remplissez vos coordonnées, et donc on a les coordonnées en tant qu'école de l'ensemble des parents, donc il suffit d'envoyer un SMS aux parents en disant « Désolé, le cours est annulé » ou bien « Votre enfant ne s'est pas pointé ce matin ». Donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire en tant que développeur, juste avec ces 2 lignes de code. Vous appelez quelqu'un et vous lui passez un message, de façon automatisée, bien sûr, parce que vous n'allez pas passer des centaines de milliers ou des milliers de coups de téléphone le matin, vous n'aurez pas le temps. Et surtout, les personnes pourront vous répondre, est-ce que je vais arriver plus tard, ou est-ce que finalement c'est normal que mon fils ne soit pas présent, ou ma fille? Si vous voulez envoyer un peu de messages, vous rajoutez le keyword SMS, puisque la voix c'est le canal par défaut, et maintenant vous envoyez un SMS. Si vous voulez poser une question, voilà le vocabulaire qui vous est proposé. Je pose une question, quelle est votre couleur préférée? Tes choix, c'est red, blue, green.
Tant qu'il n'a pas les choix, il redemande à l'interlocuteur qu'est-ce que tu veux dire, red, blue ou green, il attend sa réponse, et vous récupérez directement dans une variable result.value le code qui a été parlé par votre interlocuteur, ou d'aïeulé sous forme d'un 1, 2 ou 3. Donc c'est super simple, vous pouvez faire un record, maintenant vous enregistrez le message, et à la fin de l'enregistrement, vous allez pouvoir déposer le fichier au format MP3 sur un espace distant. Donc vous le postez en HTTP ou vous le postez en FTP, et on a aussi un connecteur vers Amazon. Donc là, vous pouvez le stocker ad vitam aeternam, et c'est ce que vous entendez souvent lorsque vous avez un répondeur vocal. Attention, après le bip, vous allez être enregistré. Donc ça va vous permettre, ces petites fonctions-là, elles vont vous permettre de passer à l'échelle. Le but du talk aujourd'hui, c'est de vous parler un peu des professional bots. Donc de temps en temps, on joue, puis de temps en temps, on se dit « Ouais, mais dans le milieu professionnel, on a quand même des contraintes réglementaires, de la sécurité. » Donc on va essayer de couvrir ça. Donc ça, c'est le genre de choses qui sont importantes à pouvoir ajouter dans votre script facilement pour pouvoir enregistrer le flux d'une conversation si un de vos clients vous le demande ou pour des raisons réglementaires. Alors comment ça marche ? Comment on crée ce type de bot ? Sur la plateforme Tropo, c'est assez simple, mais sur les autres plateformes du marché, c'est à peu près la même chose. Vous allez demander un numéro de téléphone dans la région qui vous intéresse, donc un numéro de téléphone en France, en UK, dans différents pays, et vous allez accrocher votre script derrière ce numéro de téléphone. Donc ça veut dire deux actions à faire. Je prends un numéro de téléphone et j'attache mon script. Donc sur la plateforme Tropo, l'avantage c'est qu'elle est gratuite pour les développeurs, donc vous allez pouvoir jouer autant de temps que vous voulez. Il n'y a même pas de notion de crédit, donc allez-y, jouez avec la plateforme. Vous enregistrez sur tropo.com, vous faites pointer votre script dans le deuxième champ en disant « Tiens, mon script est à cet endroit-là ». Donc vous pouvez l'héberger sur votre propre plateforme, ou vous pouvez aussi l'héberger sur la plateforme Tropo. Et puis vous choisissez un numéro de téléphone. Pour les numéros de téléphone, chez Cisco, on en a dans 42 pays. Et au niveau des voix, on peut en parler dans 80 langages. Donc moi, ça me permet, j'ai plusieurs fois dirigé des startups. Et donc quand on est une startup, on est petit, mais en même temps, on a une ambition internationale. Et donc ça, c'est souvent difficile, l'écart entre son ambition et ses moyens. Ce qui est intéressant avec ce type de technologie, c'est que vous pourriez très bien créer des numéros de téléphone dans 42 pays, et puis mettre une seule ligne de code dans vos scripts, c'est transfer sur mon mobile. Donc voilà, maintenant, on a l'impression que votre startup elle est implantée dans 42 pays. Voilà, ça sera aussi simple que ça. Alors pour le Bricecamp, j'ai fait un petit code. On va pouvoir taper 1 si vous êtes déjà venu, et 2 si c'est la première fois. Bien sûr, les numéros de téléphone ne sont pas surtaxés. Quoique, ça pourrait... Bon, ça m'enverrait pas très loin, mais bon, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, comment on fait pour savoir si un numéro est surtaxé ou pas? On attend sa facture, ouais. Donc ça fait partie des... Sur Bricecamp, la conférence carrément à l'ouest. Si tu le viens tous les ans, tape 1. Si c'est la... Merci pour ton vote. À l'année prochaine. Vous avez vu, là, je lui ai parlé. Donc il a enregistré ma voix et il a cru que je lui ai fait une réponse. Donc ça, c'est quelque chose... Alors, justement, on n'est pas là pour parler du produit, on est là pour parler des difficultés quand on implémente des bots. Donc là, j'en ai évoqué une première. Est-ce que je sais si le numéro est surtaxé? C'est souvent une question qui se pose. Non. Bah, il y a des trous dans la raquette dans le monde des bots. Donc on a encore des normes à inventer. Donc on va isoler tout ce qui manque, et en effet, tout ce qui peut effrayer des particuliers à utiliser des bots. Vous vous rappelez, il y a quelques années, lorsqu'on utilisait Internet, on dit « Ouais, on va me piquer mon numéro de carte bleue, on va me piquer mes données, comment c'est protégé de tout ça ?» Et donc il y a à la fois des protocoles qu'on a inventés pour la sécurité, et puis il y a aussi des politiques où on vous demande maintenant, attention, on va toucher à tes cookies, mais on va être soigneux avec tes données. Donc on a rajouté un peu toutes ces notions. Dans le monde des bots, pour moi, on est encore au balbutiement. Et je vais vous montrer plusieurs endroits où on manque encore de réglementation ou de standards. Donc le deuxième point, c'est lorsque vous faites un bot, il faut prendre en compte les conditions dans lesquelles vous allez l'exécuter. Donc là, je suis dans une salle, je suis dans un amphi, les gens parlent, il peut y avoir du bruit. Moi-même, j'ai mis mon téléphone à côté de mon micro. Donc là, vous avez intérêt à rajouter, moi, ce que j'essaie, à tenir compte de cet environnement. Voilà.
Donc, j'ai une personne, j'ai une start-up en Californie qui est en train de créer un appareil qui prendrait, qui se connecterait à l'intérieur de l'oreille pour écouter les sons, pour prendre les sons ambiants. Parce qu'en fait, il se trouve que l'oreille, elle arrive à éliminer un ensemble de sons. C'est pour ça qu'elle a cette forme, en fait. Elle arrive à être directionnelle et à éliminer un certain nombre de sons. Donc, en fait, ils ont créé un device qui se plug dans l'oreille pour choper pour mieux entendre le son, en fait, de votre environnement. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ferait dans le cas des automates, dans le cadre de ce type d'automate? On demanderait, ne prend en compte que les chiffres dial 1, 2, 3, et ne prend pas en compte la voix. Parce que par défaut, la plateforme Tropo, elle va aussi essayer de reconnaître 1, 2 ou 3. Et si elle entend quelque chose qui ressemble à un 1, 2 ou 3, elle dit « merci pour ton vote ». Donc, ça, c'était une première leçon. Mais je n'ai pas montré de code encore, et ça fait déjà un moment que je parle. Alors, il me faut un environnement de développement. J'aime bien Visual Studio Code, parce que quand je fais du JavaScript, il y a un debugger intégré. Et ça, c'est vachement pratique. Et c'est gratuit. Et ça tourne aussi sur mon Mac. Donc, comme ça, je tourne sur toutes mes plateformes. Donc, voilà le script qu'on vient d'exécuter. Current voice Thomas, c'est bienvenue. Ask, si tu viens tous les ans, 1 ou 2. Timeout 10 secondes. Hop. Quel est ton choix? Si c'est 1, merci pour ta fidélité. Super. On peut tous l'écrire, ce code? Ouais, on est des développeurs quand même. Allez. Bon, ça va. Donc vous êtes prêts à faire vos premiers bots. Voilà. Vocaux. Vous avez vu, j'ai rajouté des petites fonctions. Vous voyez là, chatops.log. Bon, je zoome un peu trop. Ça fait ça. Hop. Vous voyez, là, ici, ça dit, à 43, j'ai 3 personnes. Bravo, hein. Alors, j'ai juste mis les... Alors, 2 choses. Sur la plateforme, on peut récupérer les numéros de téléphone. Donc, faites attention aux données que vous manipulez. D'accord. Premièrement, il ne faut pas les loguer, les données, parce que dès que vous les loguez, vous avez des difficultés. Et si vous les loguez, vous essayez de les anonymiser ou de réduire la façon dont on pourrait exploiter ces données. Comme ça, vous ne serez pas enclin demain à des failles de sécurité parce que vous ne possédez pas de données. Donc là, la règle numéro 1, quand je fais une app, c'est de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de stocker une donnée utilisateur? Si j'en ai pas besoin, je ne la stocke pas. Et si je la stocke, j'essaie de la stocker sous un autre format. Donc là, je log sous forme de uniquement 5 chiffres. Donc je ne peux pas reconstituer le numéro de téléphone de la personne qui a appelé. Voilà pour les 3 réponses. Et deuxième point, ces petits outils, donc là, ce log, je suis en train de faire des chatops. Donc ça, c'est dans la suite de mes slides. C'est une bonne pratique. Donc si vous êtes intéressé pour créer vos premières machines, je vous mets juste un petit lien, Create a Voice Machine. En 15 minutes, vous aurez le pas à pas pour pouvoir faire votre première voice machine sur Tropo et continuer à jouer avec la plateforme. Et une fois que vous aurez fini ça, les enseignements. Là, vous avez vu, j'ai utilisé un script. Ce script, il va être exécuté par Tropo. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de disposer de mes propres serveurs. Je suis en mode serverless. Ça, j'adore. Ça, j'adore parce que ça me permet de scaler à l'infini. Là, aujourd'hui, vous auriez pu tous appeler en même temps. C'est la plateforme qui va s'occuper de la scalabilité. Donc, si demain, dans mon cadre ici, j'ai, je sais pas, on est au moins 600 là, personne qui appelle en même temps, vous avez automatiquement la scalabilité qui est assurée pour vous. Donc ça, c'est super. Par contre, c'est super compliqué le serverless parce que vous avez un cycle de développement où vous travaillez sur votre machine, vous déposez le code sur la plateforme distante, vous attendez qu'elle soit prise en compte, et ensuite vous testez vos scripts, mais après vous n'avez plus de débugger. Donc j'ai travaillé à peu près comme ça pendant 10 mois, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais à un moment j'ai dit, mais pourquoi on a fait des calls et on s'est dit, mais il nous faut un émulateur. Et en fait, c'est ce que font. Donc c'est ce que j'ai codé là, à cet endroit-là, Object is Advantage, Tropo Ready VS Code. Donc j'ai fait un petit émulateur qui permet juste de reproduire les mêmes fonctions, mais localement à ma machine. Comme ça, je peux faire du pas à pas maintenant. Et en effet, ce petit script que j'étais en train de vous montrer, hop, je peux lui mettre un petit point d'arrêt. Et maintenant, je vais l'exécuter.
il arrive là. Quel est le choice de l'utilisateur? Je le prends. Tac. Il me propose la valeur 1. Voilà ce qui se passe. Et j'ai terminé mon script. Là, il me demande même, il me fait même un log. Continue mon grand. Hop. Félicitations. Et il a même été logué sur ma plateforme avec un numéro fictif à cet endroit-là. Donc ces émulateurs, dès que vous avez une plateforme serverless, donc les gros avantages du serverless, vous avez la scalabilité nativement. Le désavantage, c'est l'expérience de développement. Donc allez regarder du côté des émulateurs. Les principales plateformes serverless aujourd'hui que vous avez sur le marché, vous avez Lambda, côté Amazon, Google Functions, Azure aussi, Azure Functions. À chaque fois, vous allez trouver des projets d'émulateurs qui sont soit créés par les vendeurs eux-mêmes, soit par des développeurs qui ont un peu de temps à passer et qui vont resimuler l'environnement, de la façon où il s'exécutait. Voilà. La meilleure pratique, je vous l'ai montré, c'est de suivre votre activité. Donc, le problème du serverless, c'est que c'est en train de s'exécuter dans le cloud. Donc, je ne sais pas combien de personnes sont en train d'utiliser mon script en même temps. Donc, on a tous aujourd'hui des outils de chat. Donc, en fait, vous postez simplement un message dans votre outil de chat préféré. Le gros avantage de poster dans un outil de chat, c'est que vous n'avez plus besoin de consulter les logs. Certains. Mais le deuxième, c'est que vous pouvez rajouter des personnes dans cet espace où vous loguez. Donc, demain, là, si j'ai des nouvelles personnes dans mon équipe, ça, c'est mon outil de chat, je vais pouvoir ajouter un nouveau compte. Donc ça, c'est un deuxième mois. Voilà. Et puis donc maintenant, j'ai une personne supplémentaire qui va pouvoir voir les logs de mon applicatif métier. Ça, c'est très pratique. Pensez au nombre de fois où on vous demande de créer des interfaces graphiques, simplement pour donner du reporting à des équipes métiers. C'est nécessaire, hein. Il y a des personnes qui ont payé pour le projet, donc qui le financent, donc elles veulent avoir de la visibilité. Du coup, ça vous pompe une énergie importante sur votre projet. Moi, j'ai trouvé que le ChatOps, c'était une façon simple de résoudre la problématique, et en plus de donner la main à vos équipes métiers, parce que c'est eux, finalement, qui vont piloter la liste des utilisateurs qui ont accès à ces logs. Donc, vous n'avez pas besoin de mot de passe. La sécurité est gérée nativement parce que vous allez pousser les logs qui vous intéressent uniquement dans un espace. Et donc, la dernière bonne pratique que je voulais partager, c'est que j'ai l'habitude de créer plusieurs espaces vers lesquels je fais des chatops, je pousse ces messages, des espaces qui sont plutôt dédiés à l'activité, métier. Voilà, quelqu'un vient de se connecter, j'ai plus de produits dans mon catalogue, j'ai une nouvelle commande qui vient d'être passée, elle doit être honorée dans les 10 prochaines minutes, j'ai un timer qui vient de se péter, on est en retard sur un delivery de commande. Ça, c'est l'indicateur métier. À côté de ça, je crée souvent des rooms supplémentaires qui me permettent de diagnostiquer. Donc là, c'est du pas à pas, où je dis, voilà ce qui est en train de se passer. Donc j'ai reçu un call, j'ai récupéré des activités, je suis en train de parler, mon utilisateur, il a sélectionné un, et donc ça me permettra de rejouer après très facilement, de débugger en fait mon code et de le faire en live sans aller reconsulter mes logs sur ma plateforme distante. Ça marche ? Voilà. Alors, j'ai réussi à faire en moins d'un quart d'heure l'ensemble des voice machines, comment on codait une voice machine. Je prends une ou deux questions et avant qu'on passe à la suite. Allez-y. Il y a des idées? Non? Pas trop? Ouais, super. Je t'écoute. Alors, qu'est-ce qui est payant? Donc, en tant que développeur, c'est gratuit. D'accord. Par contre, quand tu vas passer en production, ce sera payant. C'est payant. Et en fait, c'est payant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des opérateurs qui nous facturent le téléphone. Donc, en fait, tu as un tarif qui est lié à la... Puisque tu peux prendre des numéros de téléphone dans différents pays. Donc, premièrement, tu payes ton numéro de téléphone. Donc, en France, c'est 6 € par mois. Aux États-Unis, c'est 1 €. Donc, c'est juste la différence de politique. Et après, ensuite, tu payes à l'appel. Donc, lorsque tu passes aussi un appel, ça dépend qui t'appelle. Et donc, aux États-Unis, c'est 0,63 de centimes. En France, c'est 6 centimes par appel, que ce soit un SMS ou un... Donc, en fait, ça scale avec ton usage. Donc, à partir de... Moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends un numéro de téléphone au UK. Il est moins cher.
Et puis ensuite, tu peux l'utiliser un petit peu partout. Les communications aussi sont un petit peu moins chères. Donc tu vas pouvoir jouer avec ces différents indicateurs-là. Et ce sera donc à la consommation. Tu seras facturé. En tant que développeur, tu vas voir tous ces tarifs s'afficher, mais tu ne vas pas les payer. Donc ça te laisse le temps de jouer un petit peu. Au bout d'un certain usage, on va commencer à venir te voir en disant « T'es un développeur sympa, mais quand même là tu commences à l'utiliser de façon un petit peu violente. La plateforme va falloir passer sur un modèle professionnel. » Alors, maintenant on parle des chatbots. Alors, pour les chatbots, alors mon expérience elle est liée à Cisco Spark, j'ai utilisé aussi Slack et je commence à utiliser Messenger de chez Facebook. Toutes ces plateformes, elles ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que vous pouvez faire du message, donc c'est ce que vous pouvez faire dans Cisco Spark. Vous pouvez créer, alors dans Cisco Spark, vous pouvez aussi créer des appels vidéo, donc échanger à plusieurs sous forme de vidéo. C'est gratuit jusqu'à 3 personnes. À partir de 4 personnes, il faut disposer d'un plan payant. Mais c'est très pratique si vous êtes à l'international vous avez besoin de discuter avec de la famille, vous pouvez chatter, vous cliquez sur un bouton, vous passez en mode vidéo. Là, j'étais dans une petite room tout à l'heure. Hop, je suis en train de discuter dans cet espace. Je clique ici, hop, et je déclenche un call vers les différentes personnes qui sont présentes dans la room. C'est du... quand vous êtes dans un mode web, c'est du WebRTC. Et quand vous avez installé une application, ça utilise les fonctionnalités natives de votre desktop. Donc là, je suis en train d'appeler. Voilà pour la présentation très rapide de Cisco Spark. Ce qui m'intéresse, moi, en tant que développeur, c'est de disposer d'une API. Donc l'équipe à laquelle je suis rattaché, on fait des API autour de nos plateformes. Donc c'est peut-être le différenciateur de la plateforme Cisco Spark par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est que toutes les fonctionnalités qui existent dans Cisco Spark sont réexposées sous la forme d'une API. Donc ce qui nous intéresse, c'est bon, l'utilisation, le produit Cisco Spark lui-même, c'est une marque, mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est de vendre un petit peu comme Tropo, c'est des services. Donc créer de la vidéo au sein de vos applications, créer du chat, réutiliser des services existants et qui scalent à partir des infrastructures installées dans le cloud. Donc l'API, elle est RESTful. Donc pour tous ceux qui adorent le REST, comme Guillaume, c'est get, push, pod, delete, et avec ça, on est capable de créer et de manipuler des entités métiers. Donc post un message, je crée un message. Post une room, je crée une room. Post membership, j'ajoute un membre dans un espace. Ça, c'est le vocabulaire. Alors une fois qu'on en sait manipuler une API REST, on va commencer à créer son premier bot. Qu'est-ce que c'est qu'un bot? Un bot, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc je peux peut-être contacter... Là, je vais contacter un bot. Alors ça, c'est un bot que j'ai construit qui s'appelle le Cisco DevNet Bot. /now. Voilà. Le Cisco DevNet Bot, voilà ce qu'il sait faire. Il sait vous renvoyer les événements à venir par rapport à l'instant présent et ce qui est en train de se passer à l'instant T, exactement maintenant. Donc là, vous voyez, hop, mon bot, il s'est réveillé, il vient de dire « Oh, tiens, je suis en train de vérifier ce qui est en train de se passer. » Donc là, il interroge une seconde API située en back-office. Alors cette API, je l'héberge, ça va être intéressant, je l'héberge sur HeroQ. Je devrais l'héberger sur Clever Cloud, parce que je pourrais bénéficier des crédits Clever Cloud. Et comme je l'ai mis sur HeroQ, je suis en mode FreeDNOS et elle met du temps à se réveiller. Donc, étant donné qu'on est à l'ouest, ici, et en France, je vous invite plutôt à utiliser les produits Clever Cloud qui sont d'une excellente qualité, qui permettent, à travers un simple guide push, de pousser vos bots, blablabla, blablabla. Vous connaissez les équipes Clever Cloud, elles sont exceptionnelles. Et j'ai un événement qui est en train d'arriver. Voilà, donc c'est ça un bot. Un bot, c'est très simple, c'est un message. Derrière ce message, j'ai mon code qui écoute. Et lorsque je récupère donc, une commande, je peux faire des appels à des API distantes, récupérer le résultat de cet appel et poster un message en retour dans mon outil de chat. Jusque-là, c'est simple. Ça demande quand même à écrire un petit bout de code, s'abonner à des événements, répondre, donc créer cette petite API. Donc généralement, ce qu'on fait, première chose qu'on va faire, juste avant, il faut que je vous parle du bot que j'ai préféré, sur lequel je me suis... un bot rigolo. Si vous commencez à jouer avec les bots, c'est celui-ci. Un petit bot rigolo, c'est le Room ID Bot. Ce qui vous arrive souvent lorsque vous codez en tant que développeur. Là, je viens d'ajouter un bot qui s'appelle Room ID Bot.
j'espère. Voilà, je l'ai ajouté, il est là. Ce qui vous arrive souvent, c'est que vous avez besoin de récupérer l'identifiant de l'espace dans lequel vous voulez écrire. Donc l'ID de cet espace. Et c'est compliqué parce qu'il faut lister toutes vos rooms, aller les chercher, etc. Donc en fait, ce petit bot-là, il est simple. Dès qu'il est ajouté à une room, il vient récupérer l'événement, il vient sniffer la room, l'espace dans lequel il vient d'être ajouté. Et il vous crée un nouvel espace dans lequel il vous communique, rien qu'à vous, cet ID. Comme ça, vous ne dérangez pas les autres participants. Vous voyez ici, le bot, il ne m'a pas parlé, et il a quitté la room tout seul. Bot has left the space. Donc personne n'a rien vu. J'ai rajouté un bot, il est venu, il a sniffé le numéro de la room, et il est reparti. Et puis regardez, là, il m'a créé, hop, un petit espace. Job done. Donc si je vais dedans, il m'a chatté à moi en direct. On n'est que deux ici, dans cet espace. Et il m'a chatté, voilà l'identifiant de la room dans laquelle tu viens de parler. C'est marrant, je l'appelle ça le fantôme bot. Il vient, il sniffe, il se barre. Voilà, okay. Donc on peut faire plein de petites choses pratiques, d'accord, et ça s'applique directement au domaine de l'entreprise, mais on va voir que ça a certaines limites. Alors, continuons. Donc le code, si ça vous intéresse et que vous voulez jouer sur ce type de bot, vous avez le code qui est disponible à cette adresse, avec plein d'autres petits bots, qui sont des bots vraiment orientés de développement. Et puis moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dire, alors, quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer dans les étapes suivantes. Donc finalement, un bot, première leçon, c'est rien d'autre qu'une API, je reçois des événements, je traite, je renvoie un message en retour. Et cette donnée, cet événement qui arrive, j'ai le choix de la stocker ou pas. Voilà. Donc c'est, en général, simple à écrire. Si vous avez déjà fait une API ou un site web ou une application web ou une application PHP, vous arriverez rapidement à écrire vos premières lignes pour créer votre bot, quelle que soit la plateforme. Ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'on a tout ça, on peut le mettre dans un framework. Donc on trouve la plupart, les exemples que je vous ai présentés là, ils s'écrivent en 3 lignes de code. Bot on command. On command, c'est le framework qui possède cette commande. Lorsque tu reçois hello, par exemple, à ce moment-là, tu récupères l'email de la personne qui t'a demandé, qui t'a appelé, et tu lui réponds bonjour, cette personne. Là, voilà comment vous faites un hello world avec un bon framework de bot. Donc là, ça devient plus simple déjà. J'ai plus besoin de me créer une web API qui répond à des événements, connaître la structure des événements. Je vais utiliser ce framework qui va m'aider à faire ce travail. Dans le monde Cisco, on a 2 frameworks principaux, Flint et BotKit. Et alors, si je vous en parle, c'est parce que je vais revenir après sur ces 2 frameworks, mais quelle que soit votre plateforme, vous allez trouver plusieurs frameworks et j'ai une petite préférence pour BotKit, je vais vous expliquer pourquoi. En termes d'architecture, juste avant qu'on passe à la suite, donc voilà ce qui se passe, hein, vous êtes un utilisateur, vous allez vers votre plateforme cloud qui vous permet de gérer vos messages, votre bot s'inscrit, il reçoit les messages, donc vous allez devoir exposer votre bot sur Internet, ou bien utiliser une WebSocket pour directement vous connecter à cette plateforme distante. Donc, écoutez sur une adresse HTTP ou ouvrez une WebSocket, on sait presque tous faire, ou sinon on va chercher un tuto et on peut créer son bot. Dès que je suis en entreprise, donc là ça va être, il va y avoir un petit frein, on va dire, il est sympa ton bot, mais il a besoin d'accéder à des données de l'entreprise, donc il va falloir que j'aille chercher, il va falloir que je sois derrière ma DMZ. Donc vous allez aller voir les mêmes personnes que ceux qui protègent aujourd'hui votre DMZ en leur disant, est-ce que tu pourrais pas m'ouvrir un port ou ajouter une adresse sur ton reverse proxy pour router jusqu'à mon bot. Donc c'est rien de nouveau à l'horizon. Il y aura juste 2 canaux. Il y aura le canal où vous recevez des événements, et puis le canal où vous répondez. Ensuite, en tant que développeur, comment vous allez travailler? Finalement, moi je suis sur ma machine, et vous vous rappelez tout à l'heure, je n'ai pas envie de déployer ce bot, ensuite le laisser tourner, le tester, ensuite le récupérer sur ma machine, et donc c'est fait des cycles de développement très longs. Donc on utilise des plateformes de tunneling, donc ce sont des plateformes qui exposent votre machine sur Internet. Le produit le plus utilisé pour faire ça, il s'appelle ngrok. J'aime bien Local Tunnel aussi. Local Tunnel, c'est une implémentation open source qui a à peu près les mêmes caractéristiques que ngrok, mais vous avez aussi la version, vous avez à la fois le client et le serveur qui sont en open source. Donc vous pourriez héberger votre propre technologie de tunneling au sein de votre organisation. Local Tunnel.
Et sinon, vous utilisez le produit ngrok qui dispose d'une version gratuite. Donc, par exemple, ici, tout à l'heure, là, j'ai une petite adresse. Le script JavaScript, hop, tout le JavaScript que je vous présentais tout à l'heure pour Tropo, qui est là, hop. Donc ça, c'est exactement le code que je présentais tout à l'heure. Il est exposé sur cette URL, .ngrok.io/live.js, qui est situé sur ma machine. Si je retourne sur cette petite appli, je vais changer de script. Je vais utiliser un deuxième script. Vous voyez un peu la puissance d'utiliser ngrok pour exposer votre code local sur Internet. Donc là, je vais prendre un autre script qui s'appelle... j'en ai fait un petit marrant pour le Bricecamp. Il faut que je le retrouve. Il s'appelle « Parle-moi, mes GitHub Stars ». CTRL-SHIFT-B. Donc là, je viens de pousser mon script local sur ma machine dans le même fichier, dans le fichier live.js, et ce fichier, c'est le fichier qui est exposé sur Internet. Donc maintenant, hop, si je viens ici, j'ai plus le même script que tout à l'heure, j'ai un petit script, hop, je suis désolé, tac, j'y arrive, c'est parti, donc bienvenue sur GitHub Stars, tiens, on va l'appeler, hop, bien là. Alors là, ça va être marrant parce que... Il parle. Bienvenue sur GitHub Stars. C'est parti, j'interroge GitHub pour le projet Tropo-Ready VS Code. Félicitations, ton projet a déjà 8 étoiles. Allez, tu as 20 secondes pour voter. Tape lorsque tu as terminé. Ouais, alors là, vous pouvez rigoler, on peut se marrer. Vous pouvez taper... C'est parti, j'interroge GitHub pour le projet Tropo-Ready VS Code. Vous pouvez chercher Object is Advantage et Tropo-Ready VS Code. Et si vous flaguez le projet, Tropo-Ready VS Code, on va pouvoir voir le nombre de stars qu'augmente. Donc ça, c'est une façon sympa d'augmenter rapidement vos nombres de stars. Vous voyez, quand vous allez faire des confs, c'est assez pratique. Il en a combien, là? Félicitations, ton projet a déjà 8 étoiles. Ah, ça ne monte pas très vite. Hein. Bon. On le réinterrogera tout à l'heure pour voir si ça a un petit peu grossi. Parce qu'en fait... C'est parti. J'interroge GitHub pour le projet Tropo-Ready. Ouais, j'ai fait 10 fois la boucle. Félicitations, ton projet a déjà 9 étoiles. Wouh! Yes! Ah, c'est pour ça que j'aime le Bricecamp! Bon, alors, revenons à nos moutons. Vous voyez là, j'avais mon code local qui est exposé directement sur l'Internet à travers une passerelle HTTP. Donc ça, c'est comme ça que vous allez améliorer votre expérience de développement. OK? Next step, maintenant. De la même façon que quand on crée un projet web, un bot, il va falloir réfléchir à l'expérience utilisateur. Donc il va falloir bien accueillir ses utilisateurs.
est partout. C'est bon. Je vois pas beaucoup de conf, moi, aujourd'hui. Oui, mais ça marche mieux. Dès que tu viens, ça marche mieux. Bravo! Et merci à l'équipe d'organisation qui se défonce pour nous. Alors, about le bot, en fait, il n'a pas forcément tout compris, donc il a envie de vous poser des questions complémentaires. Donc, about, quel est l'événement qui t'intéresse? Et puis là, tu n'as pas envie de taper un événement qui t'a peut-être remonté dans la liste précédente. Par exemple, si tu avais dit j'ai 4 événements à venir, tu n'as peut-être pas envie de lui taper DevNet Zone at Cisco Live. Tu as envie de lui taper l'événement numéro 3. Donc ces interactions-là, on a besoin d'un framework un petit peu plus avancé. Parce que pour faire ça, vous avez besoin de créer une conversation, ajouter des éléments dans cette conversation, et que ces éléments soient persistants, et qu'ils soient attachés à chaque utilisateur. Bonne nouvelle, comment vous feriez ça? Avec un framework. Donc, quand on fait des bots, première chose qu'on commence à faire, on commence à coder son framework. Bon, cette étude, elle a déjà une petite année, mais elle montre en fait, quand vous faites des bots, qu'est-ce que vous faites? La grosse majorité des développeurs commencent par implémenter leur propre framework. Donc ça va marcher jusqu'à un certain point, mais après, vous allez voir, s'il faut rajouter des conversations, ça veut dire des contextes imbriqués. Qu'est-ce que tu veux? Une pizza? Ok, une pizza à quoi? Ok, tu rentres dans une conversation, qu'est-ce que tu proposes comme type de pizza? À la fin, ouais, super, c'est une margarita. Mais il s'est passé tout un cycle de conversation. Donc quand vous voulez implémenter ça, ça va être compliqué si vous n'avez pas un framework pour le faire. Et ça va être un framework un petit peu plus compliqué à développer. Ça demande des notions de JavaScript un peu plus avancées. Donc du coup, vous allez prendre un framework. Donc tout à l'heure, je parlais de Flint et Botkit. Donc dans l'environnement Spark, vous en avez un qui s'appelle Flint, qui est très adapté au monde de Spark, mais qui ne possède pas ces notions de conversation. Et vous avez un framework j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Botkit, qui est créé par Ben. Je me souviens plus de son nom. Et il possède de façon native ces notions de conversation. Il possède aussi une façon de stocker de la donnée facilement, sous forme de couple clé-valeur, attaché à chaque utilisateur. Et il est cross-platform. Ça veut dire qu'il a le connecteur vers, avec le même framework, vous allez pouvoir créer votre conversation et les avoir dans Messenger, dans Slack ou dans Cisco Spark. Une fois pour toutes. Donc là, ça va vous sauver ça. Parce que si vous ne partez pas tout de suite sur cette approche-là, vous allez créer votre bot pour une seule plateforme. Demain, vos équipes vont dire « Oh, il est super le bot, on n'a plus qu'à mettre le même sur une autre plateforme. » Et puis là, patatras. Il faut demander le même budget pour développer le nouveau bot. Attention, la seule difficulté, c'est la forme des messages. C'est complètement faux, monsieur. C'est bon, ça marche. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Maintenant, je vais parler de ce qui n'est pas résolu dans le domaine des bots. Pour moi, il y a un gros trou dans la raquette, c'est qu'on ne sait pas qui a créé le bot. Quelle est sa politique d'usage de mes données? Comment je contacte son équipe support? Comment je fais un retour sur un message qui est erroné? Alors, du coup, chaque développeur de bot peut rajouter ça dans son bot. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est quand j'interrogeais le Cisco DevNet Bot tout à l'heure, j'ai rajouté une petite commande qui s'appelle about. Et donc, votre bot, quand vous dites, bah voilà, ce bot, il a été développé par DevNet, c'est Object is Advantage, voilà son code source. Voilà, j'ai essayé de donner de l'information à mes utilisateurs. Mais il n'y a pas de standard pour ça. Ça veut dire que chacun est libre de le faire ou pas. Deuxième problème dans les bots, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais des fois, c'est est-ce que le bot il est down? Vous l'interrogez, ça ne répond pas. J'ai juste soit rien derrière, soit ça fait des années que le développeur il a arrêté de maintenir ce bot, soit il n'avait plus de crédit dans son free trial plan Amazon, et à ce moment-là, le bot a arrêté de fonctionner, donc vous ne savez pas ce qui se passe. Donc il faut réussir à contacter le propriétaire du bot, sachant que le bot ne tourne pas, donc je ne peux même plus passer la commande about. Alors, moi, ce que j'ai essayé, la petite technique que j'ai trouvée par rapport à ça, c'est lorsque je propose un bot, d'abord, j'essaie toujours de mettre un health check. Donc, vous savez, un health check, c'est là où vous allez tester si votre code, votre API ou pas, fonctionne. C'est un ping. Donc, c'est bien de renvoyer toujours 200 sur une adresse
pour savoir si votre outil fonctionne ou pas, votre web app. Dans mon health check de bot, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre le maximum d'informations. Depuis quand tu tournes, quels sont les listeners, quel est le compte attaché, pas de l'information confidentielle, c'est-à-dire je ne mets pas derrière le token attaché au bot, sa clé secrète qui me permet de dialoguer avec des API, mais je mets toute l'information qui permettait de travailler. Ça, je ne le vois pas très présent. En fait, je ne l'ai vu dans aucun framework de bot encore. Donc si vous envoyez, ça m'intéresse, parce que j'aimerais bien regarder comment il le formate. Et après, je me dis, ouais, mais si le bot est down, tu ne peux pas avoir accès à cette information. Donc comment tu fais? Et puis là, je me suis rappelé ce qu'on faisait il y a quelques années quand on avait nos CD. Vous vous rappelez, quand on avait nos CD, on n'avait pas les jaquettes et on n'avait pas les paroles de chansons. Donc on allait sur CDDB. Et là, on pouvait télécharger les pochettes. Et donc, il y a quelqu'un qui avait juste fait un projet dans lequel il enregistrait un petit peu tout. C'est un peu ce qu'on a dans tous nos projets Awesome. Awesome PHP, Awesome Golang, etc. Awesome Go. On a tous ces projets qui référencent, en fait. Donc il nous manque notre base de référencement open, gratuite, qui ne soit pas liée à un éditeur. Et qu'est-ce qu'il y aurait dans cette base de référencement? Eh bien, tous les services que vous supportez, les health checks, les politiques de sécurité. Et puis, si je réfléchis aux politiques d'accès des données, mon bot, il utilise des données de quelle façon? Bah, on l'a fait pour le code. C'est les licences. Ok, aujourd'hui, je fais du MIT, je sais ce que ça veut dire. On l'a fait avec les droits sur les documents. C'est les licences Creative Commons. On ne l'a pas encore fait sur les bots. Et aujourd'hui, à chaque fois que vous allez un bot, vous allez pouvoir cliquer quelque part et vous lire le contrat en disant oui, j'accepte les données, la façon dont il va traiter mes données. Donc là, je pense qu'il y a aussi un petit trou dans la raquette. Alors, je vous propose qu'on lance le projet, parce qu'on est au Bricecamp, on a encore jusqu'à la fin de soirée. J'ai un nom de domaine sympa qui s'appelle chatbot.land. Voilà, on peut en utiliser un autre. Et puis, s'il y a des personnes d'entre vous qui se disent tiens, j'ai le même problème et qui veulent lancer ça, on peut le démarrer demain. J'ai encore 2 minutes. Une autre problématique des bots, ce que vous allez rencontrer, c'est comment l'héberger. Alors vous allez rendre compte que les bots, c'est un peu comme les premiers sites web, c'est un peu comme les premières applications mobiles. Personne ne veut payer. Donc on en veut tous un, mais personne ne veut payer pour l'hébergement. Ah, alors, comment on va le résoudre? Vous pouvez aller chez Clever Cloud avec les free credits, j'ai parlé tout à l'heure, utiliser un plan gratuit. Et puis récemment, j'ai testé les serverless functions. Alors j'ai eu la chance d'être dans le programme Google, on a mis à peu près 1 an à finaliser les Google Functions, et puis le prix, c'est sorti je crois, à Google Next, je crois bien, il y a un petit mois maintenant, et donc le prix maintenant, et donc c'est super une Google Function parce que vous avez 2 millions d'appels gratuits. Ouais. Et puis quand vous avez consommé vos 2 millions d'appels gratuits sur votre fonction, à ce moment-là, vous allez payer 40 centimes pour le million suivant. Perso, je suis prêt à payer 40 centimes quand j'aurai dépasser les 2 millions d'appels sur mon bot. Voilà. Alors, du coup, je suis allé un petit peu plus loin. J'ai porté mon framework de bot, qui s'appelle Node Spark Bot. Il est fait pour Cisco Spark. Je l'ai porté sur la Google Function. Ça m'a pris 10 minutes. Donc, vous verrez dans les slides. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un endpoint, un peu comme en Express, un endpoint sous une forme requête-response. Et dedans, vous allez traiter, donc vous allez refaire votre routage, mais ça va être votre point d'entrée principal. Et c'est super, parce que sur une Google Function, il y a un seul point d'entrée, mais un bot, c'est un seul point d'entrée aussi. Je reçois des événements et je réponds. Donc finalement, un bot, c'est méga bien adapté à du serverless. Donc ça, c'est la ligne de code qui me permet de déployer mon bot. Attention, pour tout ce qui est serverless, vous êtes facturé au temps d'utilisation de votre fonction. Donc on parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on le facture, c'est toujours à l'usage. Donc pensez à y ajouter un petit timeout, parce que si vous créez un bot qui vous parlait les GitHub stars tout à l'heure, j'avais un petit bot, ça me parlait, mais si GitHub il me met 1 minute à répondre, parce qu'il a un problème technique, une latency ou quoi que ce soit, j'ai pas envie d'être facturé pour 1 minute, pour 60 secondes. Ça va me consommer 60 appels. Donc je pourrais plus atteindre mes 2 millions d'utilisateurs. Okay. Donc pensez à bien caper vos timeouts et votre mémoire. Voilà. Et puis, en ajoutant ces quelques lignes de code, j'ai réussi à faire un petit émulateur qui me permet à la fois de faire tourner mon bot localement sur ma machine, ou bien de l'exécuter dans les mêmes conditions, sans changer de code, sur la plateforme Google Functions. J'ai plus de temps, donc j'avais deux considérations à vous partager. OAuth. OAuth, ça vous permet de créer un flow d'authentification qui va vous permettre d'impersoner, donc de récupérer un token qui va vous permettre de travailler à la place d'un utilisateur.
vous créez une application, vous lui donnez un code, et avec ce secret, votre bot, finalement, si vous acceptez les conditions d'utilisation du bot, à ce moment-là, le bot va agir en votre nom. Okay, donc c'est le standard qu'utilisent aujourd'hui toutes les plateformes de messaging pour impersoner des appels à une plateforme de message. Ça redéconne. Il ne faut pas que je bouge, en fait. Ok, je ne bouge plus. Je suis un petit peu embêté avec ça. Premièrement, c'est je ne sais pas quand est-ce que... J'ai rarement de la traçabilité sur OS, donc je ne sais pas quand mon token est utilisé. Donc ça m'embête de donner un token à quelqu'un sans savoir quand est-ce qu'il va l'utiliser. Et en général, les droits qu'on me demande sont beaucoup trop larges. Pourquoi? Parce que j'ai un problème de granularité. En général, vous avez envie de donner accès à un bot à un espace de dialogue, à cet espace-là. Mais en fait, ce qu'il vous demande, c'est un accès général à tous vos espaces, ou à toutes vos équipes sous Slack, ou à toutes vos rooms sous Spark. Et alors là, j'ai peur, parce que dans mon outil, j'ai des données super confidentielles. Et donc, je ne veux pas donner ce jeton d'accès à quelqu'un. Donc, à mon avis, dans la norme, dans les façons d'utiliser OS, on a des petites choses à rajouter. GitHub, toute l'industrie est au courant, mais à mon avis, c'est un frein pour l'évolution des bots sous forme d'intégration qui impersonne l'utilisateur. Dernier point, en termes de sécurité, un bot, finalement, il est exposé sur Internet, il écoute des messages, et va falloir gérer sa sécurité. Donc, comment on fait pour gérer la sécurité d'une API? On va utiliser les mêmes recettes, on va placer une gateway devant notre bot. Alors ça, je tenais à le signaler parce que j'ai certaines personnes, je fais un petit peu de support sur les bots, et j'ai certaines personnes qui me disent, tiens, comment je peux embarquer des notions de certificat SSL à l'intérieur de mon code de mon bot? Donc, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est créer un bot très simple, qui travaille sur HTTP simplement, qui ne connaît pas les notions de certificat, qui ne connaît pas les notions de quota, de limite d'utilisation, et vous rajoutez un deuxième process juste à côté, un reverse proxy, qui va router les appels vers votre bot et qui va s'occuper de ces notions-là. Okay, donc vous rajoutez un reverse proxy, ça peut être un reverse proxy Nginx, avec des plugins supplémentaires. Donc il y a un projet open source qui s'appelle Kong, qui fait ça très bien. Ça peut être un reverse proxy que j'aime bien, qui est écrit en Golang, qui s'appelle Kadi, CA2DY, que certains d'entre vous utilisent peut-être déjà. Il est en Go, il est HTTP2, et il a une interface programmatique. Donc, quelle que soit votre technologie, placez un reverse proxy derrière votre bot, et c'est votre reverse proxy qui va s'occuper de gérer la sécurité. J'ai terminé. Donc, la synthèse. On a vu, il va falloir pour créer vos premiers bots, ça va être très rapide. Pour l'amener à l'étage d'après, vous allez avoir à gérer vos exceptions, faire des retries, gérer des commandes de type fallback, mettre du health check, gérer des conversations. On a vu tous les frameworks qui permettaient de le faire. Pour le hosting, vous avez des solutions gratuites. Vous pouvez optimiser un petit peu avec le serverless. Ça vous permettra aussi de gérer votre scalabilité. Je vous invite à commencer par ça. Si vous voulez être derrière votre organisation, vous vous placez dans la DMZ avec un reverse proxy. Ce reverse proxy, il va faire tout le travail pour vous de gestion de la sécurité. Il vous restera à monitorer l'activité de votre bot. Donc, faire du chat-ops dans une room en postant vos messages et plusieurs rooms en fonction de la granularité de vos messages, ça vous permettra de faire le boulot. Il y a un seul point dont je n'ai pas parlé, c'est le NLP, la reconnaissance, deviner ce que veut dire le bot. Donc, il y a des API qui existent sur le marché. Je ne suis pas très fan de ces API-là. Ça ne s'applique pas dans beaucoup de cas, à mon avis, parce que c'est rare que j'ai besoin de deviner ce que mon utilisateur veut faire. Mon bot, il a déjà un usage. Et si j'ai besoin de faire du NLP, j'aurais envie de le faire dans mon propre code. Et donc, on fait une conférence là dans un petit mois qui s'appelle DevNet Create. Et on a Nick Marus, qui est un acteur qui crée beaucoup de code dans le monde Cisco Spark et qui va nous faire une conférence justement sur la façon dont il implémente du NLP from scratch en Node.js. Donc je vous invite à vous connecter à l'adresse netcreate.io/2017 puisqu'on va webcaster l'ensemble de ces sessions. Et après j'ai mon rêve. Donc quand je vais me coucher chez moi le soir, je me dis j'ai un métier où j'aime bien suivre mes followers, j'aime bien connaître les personnes qui sont venues à mes confs et avec qui je suis en train de discuter. Donc quand j'ai un nouveau follower, le travail que je fais systématiquement, c'est d'aller voir la personne et de me dire tiens, qui c'est, d'où il vient, etc. Puis je peux le classer un petit peu. Il est dans ma région,
il est intéressé par du Go, c'est quelqu'un qui aime bien les bots, voilà, ou bien c'est quelqu'un ou c'est un étudiant que j'ai vu sur un cours. Et ce que je voudrais, c'est que demain, j'ai des bots un petit peu plus intelligents qui soient capables en fait, d'apprendre, c'est-à-dire, puisque j'ai cette information et je l'ai de façon itérative, au moment où je l'ai, je voudrais la donner à mon bot et que progressivement, il apprenne de cette façon-là. Et on parle beaucoup de machine learning aujourd'hui, et je pense qu'en fait, ce qui aura besoin d'arriver, c'est qu'on ait de l'apprentissage incrémental, parce qu'on est capable de faire des petits efforts pour classer nos données, on les fait un petit peu toute la journée, et ensuite, il faudrait que mon bot, il apprenne ça pour progressivement ensuite me proposer des solutions. Le problème, c'est qui va vouloir payer pour l'ensemble de ces fonctionnalités? Eh bien ça, je n'ai pas encore la réponse. Si vous voulez jouer au bot, on a aussi des labs chez Cisco DevNet. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous.